écoutez, merci d'être là. Ça nous fait toujours plaisir d'organiser voilà, des petites réunions entre nous, essayer de répondre à un maximum de questions. Je sais que les EBC, ouais, c'est une grosse étape. C'est une grosse étape parce que c'est pas juste un concours finalement. Passer ces EVC et réussir les EVC, ça veut dire en fait, globalement, être quasiment certain euh, de, d'avoir son autorisation d'exercice en France. Il y a très peu de lauréats finalement qui ne valident pas leur phase de consolidation. Donc en fait, vraiment, mettez-vous toujours ça dans la tête quand vous préparez, quand vous travaillez, quand voilà, vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas pourquoi vous le faites, vous êtes en galère, vous vous posez des questions, si est-ce que ça vaut le coup, etc. Ben voilà, en fait, dites-vous que l'objectif, c'est pas seulement de valider les EVC et que les EVC, en fait, c'est ça qui vous permet de pérenniser votre exercice de la médecine en France et que c'est un incontournable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rien lâcher et que ben, ça vaut le coup, hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, pendant ce webinaire avec Grégoire, on va essayer de faire un peu le point sur quelles sont vos problématiques, voir comment on peut vous aider. On va vous donner une petite partie de la correction des ESCP 2024, qui est évidemment disponible sur notre plateforme en entier. J'ai vu qu'il y en avait de notre groupe qui étaient connectés. Ben, merci d'être venus aussi. Je les salue d'ailleurs. J'en ai vu quelques-uns là dans les participants. Euh, donc voilà, ça va être bénéfique pour tout le monde. Si vous avez des questions, bah, surtout, ben, vous n'hésitez pas. Vous nous les posez dans le chat et puis on y répond. Alors, premièrement, voilà, je tenais à me présenter pour ceux que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Donc, bah, globalement, moi, je suis le docteur Perrin, je suis chirurgien viscéral. Je coordine les préparations aux EVC chez PrEP EVC. Moi, j'ai toujours été passionné d'enseignement, en fait, que ce soit même quand j'étais interne, je faisais des confos externes, ça, quelque chose qui m'a toujours un peu animé. Et c'est ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc voilà, ça fait 8 ans que j'accompagne, que ce soit des internes, des PADU, etc. Et ce qui fait que tout ce qui est méthodologie, préparation au concours, on commence à connaître, quoi. Vous le savez, aux EVC, c'est pas seulement une question de connaissances brutes, d'accord? Avoir des connaissances théoriques, c'est bien, c'est une bonne chose, mais vous avez tous l'exemple, probablement vous connaissez tous des praticiens qui ont plusieurs années d'expérience et qui, malgré leur forte, leur riche expérience clinique, se sont retrouvés en échec aux EVC. Ce qui montre bien que ce n'est pas juste une question de connaissances brutes, d'accord? Grégoire, je te laisse te présenter peut-être? Du coup, je suis le Grégoire Caisson, donc moi je suis médecin urgentiste à Toulon. Donc pareil que Jean-Mathieu, moi j'ai toujours plein d'internes et plein d'externes qui passent aux urgences et c'est toujours un grand plaisir que de les former. Je fais aussi des cours aux étudiants infirmiers et donc moi j'accompagne Mathieu dans ce projet sur la partie urgence essentiellement. Ok, ok, parfait. Et donc d'ailleurs, tu as commencé la préparation avec déjà pas mal de candidats qui sont dans notre groupe. Voilà. Ben, Euh, je leur souhaite bonjour et puis je leur souhaite d'être très attentifs parce que le cas qu'on va faire, c'est un petit peu ce qu'on va avoir samedi lors de notre conférence et donc c'est important qu'ils soient très attentifs. Ok, bon bah n'hésitez pas à répondre, à vous préparer pour la conférence des urgences métaboliques pour ceux qui sont déjà dans notre groupe. Essayez de répondre voilà, avec la méthodo qu'on essaye de vous inculquer, la façon de répondre voilà, pour montrer l'exemple et n'hésitez pas à être interactif, c'est toujours plus intéressant et enrichissant. Je vous avais envoyé un petit Google Form pour l'inscription. Pas seulement comme ça, quoi, hein, c'est pas pour le plaisir, mais pour essayer de comprendre quel est votre problème. Parce que si on comprend quelle est la problématique, on peut le résoudre. Et regardez que sur le nombre de réponses qu'on a recueillies, donc à peu près 150, quoi, vous avez une écrasante majorité
de personnes, de candidats pour qui la méthodologie est un réel souci. La méthodo, c'est la pierre angulaire de l'examen, d'accord? Comme je le disais, ça ne suffit pas d'avoir des connaissances, mais il faut savoir utiliser ces connaissances. Et si vous ne savez pas utiliser ces connaissances, si vous n'avez pas quelqu'un qui va vous aider, qui va vous montrer que ça ne s'apprend pas dans les recommandations de la SFMU, hein, ça ne s'apprend pas dans les recommandations de la SFAR, de savoir comment organiser une copie, comment organiser une réponse, la démarche intellectuelle, le cheminement de pensée, tout ça, ben, malheureusement, c'est le plus dur aux ESC, à mon sens. Vous voyez aussi que ce qui vous pose problème, c'est de trouver des supports d'entraînement adaptés. Encore une fois, on voit trop souvent de candidats qui se préparent avec des livres ECN de 2015, 2014. Vous voyez, les bouquins qui étaient faits pour les externes. Grégoire, qu'est-ce que tu en penses de ça, ces bouquins? Tu recommandes ou tu recommandes pas? Alors, l'inconvénient de ces bouquins, c'est que bah, c'est des vieux bouquins qui datent d'avant le CNI en QCM. Tous ces bouquins, c'est des bouquins en croc et du coup, bah, déjà ne sont pas à jour. Et en fait, l'inconvénient, c'est que ils sont pour des externes qui passent le CN. Vous, vous êtes déjà des médecins diplômés, qui avez déjà des connaissances de médecins. Du coup, c'est pas la même chose. Dans ces bouquins, on n'apprend pas les posologies, on Mm. n'apprend pas tout ça. Vous, aux EVC, on va vraiment vous demander d'apprendre les posologies, d'avoir une vraie réflexion de médecin urgentiste. Donc, c'est ça un peu toute la différence entre les bouquins des Ouais. ECN et les EVC. Ouais. Donc, effectivement, bah, attention à vos supports de préparation. Moi, je ne recommande pas de s'entraîner avec ça, même si c'est gratuit, même si c'est facile d'accès. Ben, franchement, c'est pas des bons supports. Honnêtement, c'est pas ce qu'on recommande. Un gros problème aussi que vous avez, c'est quelles sont les sources de préparation, c'est-à-dire sur quoi réviser. Eh ben, j'imagine que dans toutes les spécialités, c'est un peu la même chose. On a des grandes difficultés parce que peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je dis. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans le chat ou si je dis des bêtises, que c'est pas du tout le cas. Mais je pense qu'il y a une grande partie d'entre vous qui en fait se retrouve un petit peu noyé et perdu dans l'immensité des ressources. C'est-à-dire qu'il y a tellement de ressources, il y a tellement de chapitres. Pour ma spécialité, ben, admettons, il y a la chirurgie de l'obésité, le pancréas, le foie, il y a le côlon, il y a tout. Pour vous, les urgentistes, vous avez les urgences métaboliques, le préhospitalier, tout ce qui est régulation, les urgences vitales, cardiovasculaires. Et en fait, on ne sait pas où trouver l'information. Grégoire, est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus ou est-ce que tu as identifié des erreurs qu'il faudrait éviter voilà, à quelqu'un qui voudrait se préparer mais qui galère et qui ne sait pas où donner de la tête parce qu'il y a trop de ressources? Alors c'est sûr qu'il faut éviter de s'éparpiller sur les supports, parce qu'effectivement, en médecine d'urgence, ben, ça ressemble un peu à toutes les spécialités médicales, cardio, pulmonaire, digestif. Donc en fait, on ne peut pas travailler sur tous les collèges de chaque spécialité, plus le collège des urgences, plus les recos SFMU, les recos Réa, les recos HAS. Donc, faut pas s'éparpiller. En fait, le but avec Prep EVC, c'est un peu de vous préparer avec des questions et de vous faire des rappels de cours sur les dernières mises à jour, afin de vous éviter de chercher toutes les infos dans toutes les recos. Dès que vous avez la moindre question sur une info, sur une reco, bah, vous me la posez. Et moi, mon objectif, en fait, c'est de vous servir l'info directement pour éviter de passer 2 heures à chercher alors que bah, vous avez un travail, vous êtes de garde, vous avez autre chose à faire que de passer 2 heures à chercher un support. Oui, non, mais c'est exactement, je j'ai rien à rajouter. Euh, quand, quand on a un planning déjà chargé avec beaucoup d'astreintes, beaucoup de gardes, etc., en fait, l'heure que vous passez à essayer de chercher l'information, à essayer de trouver le fichier sur lequel apprendre, ben, c'est une heure pendant laquelle nos candidats ils se préparent, les autres candidats se préparent et activement et ils font la différence. Et donc voilà, attention à ça, à prendre du retard en essayant de trouver l'information alors qu'en fait c'est pas du temps efficace quoi.
Donc voilà pour le problème principal. Voilà, méthodologie, attention à ça, il faut apprendre la méthodo, les sources de réparation. Gestion du temps, ça fait écho à ce qu'on vient de dire. C'est que quand on a un emploi du temps de médecin, ben, en plus dans des spécialités opérationnelles, urgence, chirurgie, anesthésie, etc., ben, on travaille beaucoup. Et ce qui fait que ben, quand vous êtes claqué le soir à 20 heures, que vous rentrez le lendemain de garde à 10 heures du matin chez vous, si en plus vous ne savez pas dans quoi il faut aller trouver les informations, comment vous préparer, etc., ça peut être très compliqué. Donc attention à vous faire bien un planning, je pense que c'est important. Et enfin, l'entraînement, à mon sens, l'apprentissage doit être actif, les révisions doivent être actives et ça passe par un entraînement qui est adapté. Je pense que une fois qu'on a vu son cours, qu'on a un peu maîtrisé, voilà, qu'on a appris le cours, il faut rapidement passer à la pratique. Voilà, parce que je dis toujours ça, mais quand vous connaissez le code de la route par cœur, ça ne veut pas dire que vous savez conduire une bagnole. Et en fait, il n'y a que en conduisant une voiture qu'on est prêt pour passer le permis. D'accord? Donc c'est la même chose. Vous avez beau lire tous les recommandations par cœur, si vous êtes jamais entraîné sur un support qui est adapté, ça va être compliqué. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, Grégoire, d'apprendre ces cours en lisant un peu comme ça de manière passive? Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution pour se préparer aux EVC ou qu'est-ce que tu en penses de ça? À la lecture passive, enfin, toutes les études montrent que ça fonctionne pas. Je pense qu'il faut, bah, comme tu l'as dit, une bonne méthodo. Déjà, ça c'est la première chose. Et après, s'entraîner. En fait, faut certes, enfin, connaître le cours. Donc, il faut apprendre le cours, mais une fois qu'il est su, et en fait, il faut pas lire et relire son cours. Il faut s'entraîner avec des questions. Et donc, c'est pour ça que sur PrEP-EVC, on vous propose plusieurs dossiers, donc des dossiers progressifs, des questions isolées pour s'entraîner. Ouais, exactement. Alors, ce qu'on a déjà essayé, voilà, qu'on a déjà commencé et qu'on va faire ce soir, on va essayer, voilà, pendant une petite heure environ, c'est de vous montrer, voilà, les pièges, de vous attirer votre attention sur les pièges fréquents, sur les erreurs qui peuvent coûter cher, prendre conscience des erreurs potentielles. C'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre en place des actions pour les éviter. Donc vraiment, si déjà on peut vous faire prendre conscience qu'il y a des choses à éviter, à ne pas faire, vous ne tomberez pas dans le panneau et vous vous planterez pas. Deuxièmement, on va essayer de vous montrer à quoi ça ressemble une préparation efficace, une correction efficace au travers de la correction de Grégoire. Il va vous montrer un peu sa méthode de correction et comment il coach, comment il entraîne ses candidats, et ben, du coup la méthode pour avoir plus de 70% de chances de réussite, quoi. Si je devais résumer les quatre piliers, à mon sens, d'une préparation qui est efficace, je dirais c'est la méthode de réponse, c'est structuré, c'est vraiment avoir une méthodo, voilà, pas s'éparpiller, pas répondre au hasard, mais vraiment montrer que vous avez un cheminement de pensée qui est logique. Deuxièmement, vous entraînez sur des sources qui sont fiables et actualisées, d'accord? Donc attention à éviter les bouquins, voilà, type internat, les trucs d'externe. Voilà, ça c'est pas officiel, donc donc c'est pas recommandé. Troisièmement, entraînez-vous, d'accord? Entraînez-vous. Nous, on met à votre disposition une banque d'entraînement, donc bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus pratique. Si jamais vous n'avez pas accès à ça, ben, les cas cliniques, je sais pas, essayez de les créer, essayez de les inventer, mais bon, ça va être dur. Mais à minima, entraînez-vous, quoi. D'accord? Entraînez-vous. Et quatrièmement, il faut savoir gérer son temps de manière optimisée. On l'a dit, quand on est médecin, on travaille énormément. Ce que je vous conseille de faire, si vous en avez la possibilité, c'est de vous faire un planning. D'accord? Un planning de révision. Ça va être dur. Il faut se forcer au début parce qu'on n'a pas l'habitude. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Ben, oui, je sais.
Mais voilà, forcez-vous à faire ça, à faire un planning et à minima, si vous n'y arrivez pas, bah, mettez-vous des échéances. Voilà, vous vous forcez, vous dites, bah, ok, tous les matins, bah, je me lève une heure plus tôt, je travaille ou j'en sais rien. Tous les samedis matins, bah, je fais ça. Voilà, il faut se mettre un peu une routine. Si vous n'avez pas de routine, vous perdez de la méthodo et de la stratégie de préparation, d'accord? Si vous n'avez pas de routine. Donc, ayez une routine. Est-ce que vous faites cette erreur? Ça, j'en ai parlé. Beaucoup, voilà, pensent qu'il suffit de réviser les cours, c'est ce qu'on vient de dire. Mais sans entraînement, il y a un échec. Sans méthode, on a des réponses qui sont incomplètes. Sans stratégie, on perd du temps. Ça, je passe rapidement. Petite question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà tenté les EVC l'année dernière? À peu près, pour qu'on voit s'il y en a qui connaissent un peu le terrain, à quoi ils ont été confrontés. Ça peut être intéressant s'il y en a qui sont nouveaux. S'il y en a qui sont nouveaux ici, là, dans le webinaire, qui ne savent pas encore, ils se demandent bon, bah, comment ça se passe, les ESC, etc. Vous, les amis, c'est quoi qui vous a posé problème? Vous pouvez prendre la parole si vous voulez, vous pouvez écrire dans le chat, c'est pareil. Mais si vous devez faire un retour d'expérience de ce qui vous a posé problème dans votre préparation l'année dernière et à votre avis, ce qui fait que vous avez échoué. Là, on a Nawel qui dit le temps. Alors, le temps, je pense que tu fais écho au temps pour se préparer parce que tu dois avoir beaucoup de travail. Donc, bah, du coup, tu as besoin de prendre des raccourcis, d'avoir quelqu'un qui te mâche tout le travail et pour te focaliser sur vraiment ce qui est important. Ismaël, donc entraînement, méthode de réponse, exactement. Et manque d'exercice. Donc, tu vois, Grégoire, hein, il y en a beaucoup qui, en fait, qui ont pas beaucoup, qui ont pas d'entraînement, qui n'ont pas de méthodo, qui n'ont pas le temps. Ouais, effectivement. Méthode de réponse, gestion du temps. Bon, ça correspond à ce qu'on avait marqué à ce qu'on avait marqué dans le graphique, hein. Ça correspond à ce qu'on avait marqué dans le graphique. Euh, si vous n'avez pas le temps, ben voilà, c'est pour ça que nous, et c'est pour ça que je pense que c'est un gros avantage pour nos candidats, c'est que ben, vous économisez un maximum de temps. Et au lieu de prendre 2 ans, 3 ans pour passer les EVC, ben, ça prend un an, quoi. Voilà. Alors, je disais, voilà, faites-vous un planning, ça j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais ça permet un peu de structurer vos révisions, c'est essentiel. Voilà, Grégoire, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de passer à la correction? Pour moi, tout ce que tu as dit, c'était parfait. Ok, ok, ok. Bon, bah écoute, ben, je te laisse corriger. Alors, je sais plus combien il y avait de questions. C'est pas le cas clinique en entier, je crois, hein, que tu as fait. Si, en fait, cette année-là, il y avait 4 cas. Ils avaient Ah, scindé ça d'accord. en 4 cas. Donc, j'ai fait le cas clinique avec D'accord, 4 d'accord. questions. 4 questions, mais 30 diapos. Donc, Ouais. grosse correction. Du coup, donc le premier sujet, déjà, je ne sais pas s'il y en a, bah, ceux qui l'ont déjà passé doivent s'en souvenir, mais grosse en tête, beaucoup d'infos qui sont données. Donc, très important de bien tous les prendre en compte. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, c'était un N'hésitez patient pas âgé. à interagir. N'hésitez pas à répondre. Excuse-moi, Grégoire, je te coupe 2 secondes. N'hésitez pas à répondre pour que ce soit un peu actif, interactif. Et aussi, on compte sur nos candidats à nous, qu'on a déjà dans le groupe pour répondre. Voilà. Ça fait un petit entraînement. Donc, c'est un patient âgé de J'interromps pas 76 plus. ans. Ça marche. Patient de 76 ans qui est adressé aux urgences pour un syndrome confusionnel d'apparition récent. Le courrier du médecin traitant vous apprend que le patient est habituellement en bonne santé. Il est traité depuis de nombreuses années pour une HTA bien équilibrée par une association de valsartan hydrochlorothiazide et pour un syndrome dépressif par fluoxétine depuis un mois environ. Donc là, info très importante, vous verrez après. Je passe. Ensuite, donc alors que vous êtes en train d'examiner le patient, celui-ci présente brutalement des dizaines de jours des céphalées, plein de nausées et d'anorexie, apyrétique. L'examen retrouve un patient confus obnubilé, score de Glasgow à 12. Il n'existe pas de signe de focalisation, ni de signe d'irritation pyramidale. Examen des paires crâniennes normal, tonus normal, nuque souple,
auscultation cardio-pulmonaire normale, une pression artérielle à 18,95, 180,95, fréquence cardiaque à 55, glycémie à 1,15 et une saturation à 96% en air ambiant. Pas d'œdème déclive ni de pli cutané. Alors que vous êtes en train C'est moi qui d'examiner te passe les diapos, hein, Grégoire. Tu regardes le Zoom, c'est vrai. Alors que vous êtes en train d'examiner le patient, celui-ci présente brutalement une perte de connaissance suivie de mouvements tonico-cloniques avec morsure de langue et perte d'urine. Une voie veineuse est rapidement mise en place, bilan biologique prélevé, injection de 10 mg de diazépam permet une cessation rapide des convulsions. L'état post-critique est caractérisé par une aggravation du syndrome confusionnel, mais il n'existe toujours pas de signe de localisation. Vous décidez de réaliser un scanner cérébral en urgence qui ne montre rien de particulier hormis un discret œdème cérébral diffus. Le bilan biologique que vous recevez au bout de 45 minutes est le suivant. Donc, une hyponatrémie à 106, des picards à 11, une créate à 75, des leucos à 6, potassium à 3,9, tac, 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 et globalement, c'est à peu près tout ce qu'on a besoin. Et une calcémie à 2,45. Donc, quelle est la formule de calcul de l'osmolarité efficace? Question pas facile si Alors, on s'en souvient pas, mais visiblement, c'est important de connaître tous les calculs. De toute façon, aux EVC, tout ce qui est calcul de formule, de natrémie corrigée, de calcémie corrigée, tout ça, ils adorent. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. bon, il n'y a personne qui répond là pour l'instant. Il y a personne qui se mouille là. Alors, les amis, répondez un petit peu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je me réponds, là, le calcul de l'osmolarité, c'est Na plus K fois 2 plus la glycémie, non? C'est ça la formule. Alors Alors moi, j'en sais rien. C'est quoi? la formule de l'osmolarité, c'est 2 fois la natrémie plus la glycémie. J'ai une question en Ça, c'est plus. l'osmolarité efficace. Comment? J'ai une petite question. Alors, ouais, Oui. après cette question, si possible, on passera au niveau des questions dans le chat. Comme ça, c'est plus rapide, on peut enchaîner. Et puis voilà, si Grégoire corrige, on répond juste à la fin de la phrase. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais là, vas-y, Ouais. pose ta question et pas de souci. Et pour la prochaine, pour les prochaines, on le fait dans le chat si ça vous va. Juste pour le calcul, est-ce qu'on aura l'autorisation d'apporter des calculatrices ou comment Non, faire non, le non, suivi? non, non, Ah bah non. non, non. Hmm. Non, 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 bien sûr que non, il n'y a pas de calculatrice. Pas de Ok. calculatrice. Bon, je demande, si possible, les amis, coupez vos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais dans le chat, comme ça, Grégoire peut continuer sa correction, que ce soit un peu fluide. OK? Vas-y, Grégoire, je te laisse continuer. Donc, l'osmolarité efficace, c'est comme certains l'ont dit dans le chat, 2 fois la natrémie plus la glycémie, ce qui donne ici 218 milliosmoles. Donc, il s'agit ici d'une hyponatrémie hypoosmolaire. Donc, pour rappel, dans les hyponatrémies, la première chose à faire, c'est calculer l'osmolarité. Ça permet de différencier les vraies hyponatrémies des fausses hyponatrémies. Les vraies hyponatrémies, ce sont les hyponatrémies qui sont hypoosmolaires, qui traduisent du coup une hyperhydratation intracellulaire. Les fausses hyponatrémies, ça va être les hyponatrémies qui sont iso ou hyperosmolaires. Et donc on distingue deux types de substances, les substances diffusibles et non diffusibles. Parmi les substances diffusibles, on a donc c'est tout ce qui est ce sont les osmoles inactives, urée, et méthanol, pardon. Donc les substances inactives, elles se répartissent de part et d'autre de la membrane cellulaire. Et du coup, il n'y a pas de gradient osmotique. C'est pour ça que ce sont des osmoles inactives. Tandis que les substances non diffusibles, les osmoles actives, ça va être tout ce qui est sodium, glucose, qui eux vont induire un mouvement d'eau. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas confondre l'osmolarité calculée et l'osmolarité efficace. L'osmolarité efficace, ça va vraiment prendre en compte uniquement les osmoles actives. C'est pour ça que dans l'osmolarité calculée, on a la natrémie x2 plus la glycémie plus l'urée.
alors que dans l'osmolarité efficace, l'urée disparaît puisqu'elle n'induit pas de gradient. Donc, l'osmolarité, la valeur normale, c'est entre 275 et 290. Et donc là, nous, on avait une hyposmolarité, hyponatrémie hyposmolaire. Grégoire, ce genre de rappel, peut-être qu'est-ce que tu peux préciser? Je sais pas, peut-être que ça vous plaît ce genre de rappel, ce genre de, voilà, de mise au point. Pourquoi tu mets ce genre de rappel et est-ce que tu mets ça pour chaque question en général, toi? Alors, je mets ça, toutes les questions en général, je mets des gros rappels, c'est assez détaillé pour justement éviter en fait, de perdre du temps à aller chercher l'info dans tous les bouquins, parce qu'en plus, pour faire cette correction, en fait, moi, je me base sur je me base sur les collèges, je me base sur les différents, en fait, je regroupe, je croise plusieurs sources pour vous apporter vraiment une correction détaillée et fiable. Et donc, l'idée, c'est de vous apporter un peu tout sur un plateau et que quand vous lisez la question, vous avez la réponse, vous avez la justification et vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le cours pendant 2 heures pour réviser. Donc, l'idée, c'est, vous allez voir, il y a 4 questions, mais il y a de grosses corrections après. Et encore, parmi la correction que je vous ai fait, il n'y a pas tout ce que tout ce qu'il y aurait sur la conf de samedi. Sur la conf de samedi, j'ai mis en plus des schémas, tout ça. Là, l'idée, c'est vraiment de vous faire, de vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc, vraiment, l'idée, c'est de détailler les questions le plus possible pour vous. Donc, quel est le mécanisme le plus probable de l'hyponatrémie? SIADH. Exactement. Donc ici, c'est un SIADH iatrogène sur la prise de fluoxétine. Pourquoi? Parce qu'on a une hyponatrémie hyposmolaire avec un volume extracellulaire normal. Donc, première chose, quand on a une hyponatrémie, s'assurer que ce soit une vraie hyponatrémie, donc calcul de l'osmolarité. Deuxième chose, regardez le volume extracellulaire. Juste, il y en a qui n'ont peut-être pas entendu ce que j'avais dit tout à l'heure. Essayez de ne pas interrompre Grégoire. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Mais comme ça, ça peut être fluide et tout le monde en profite. OK? Si vous jouez le jeu, c'est cool. Tiens, vas-y, je te laisse continuer, Grégoire. Désolé. Donc, non, pas de souci. Deuxième chose, donc c'est regarder le volume extracellulaire. Ici, en l'occurrence, il y avait un volume extracellulaire normal, parce qu'on vous précise qu'il n'y a pas d'hypotension, pas de tachycardie, pas d'œdème déclive, pas de pli cutané. Donc, volume extracellulaire normal. Il y avait malgré tout pour moi un gros piège. Est-ce que tu peux remonter à la diapo numéro Tiens, 2? bah, dis-moi stop. La diapo de donc celle-ci. Encore avant, la toute première finalement. Alors celle-là. Celle-là. Parce qu'on pourrait penser que l'hyponatrémie ici, elle peut être liée au thiazidique, ce qui est très fréquent d'ailleurs. Les thiazidiques, c'est un des diurétiques qui donne, qui donne beaucoup d'hyponatrémie. Mais les thiazidiques, les hyponatrémies sur diurétiques, souvent, ça donne des hyponatrémies hypovolémiques. Parce que ça fait induire une diurèse et du coup, souvent, les patients sont déshydratés. Malgré tout, il faut savoir que en pratique, il faut les hyponatrémies sous-diazidiques, des fois, elles peuvent être normovolémiques. Sauf qu'ici, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont précisé. On vous précise que le patient, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est précisé, et donc c'est pour ça que c'est important de bien lire l'énoncé, que le traitement par hypertenseur, il est bien équilibré sous valsartan hydrochlorothiazide depuis un moment. Donc il n'y a pas de raison que ce soit le thiazidique ici qui d'un seul coup provoque une hyponatrémie. Et en plus, on vous dit que le Prozac, la fluoxétine, a été introduite il y a 1 mois. Donc ça colle parfaitement avec une hyponatrémie sur un SIADH lié à la fluoxétine. Donc c'est pour ça que c'est important de bien lire l'énoncé, parce qu'ici, rien n'est mis au hasard, et c'est pour ça ici qu'on vous a mis que c'était mis il y a 1 mois. Tiens, voilà, je te mets le rappel Alors, théorique. voilà. Donc ici, comme je vous disais, comment s'analyse une hyponatrémie? Premier réflexe, calculer la tonicité plasmatique. Donc il y a 3 types d'hyponatrémie. Donc les hyponatrémies
hyposmolaires que je vais vous expliquer après. Les hyponatrémies isosmolaires, donc isotoniques, ce sont les pseudo-hyponatrémies. En fait, il n'y a pas de trouble d'hydratation cellulaire, c'est lié à une hyperlipidémie, une hyperprotidémie sévère. C'est assez rare. Enfin, moi, j'en ai jamais vu personnellement, mais c'est important de le savoir. On a aussi les hyponatrémies hypertoniques, donc ça c'est un peu plus classique. C'est une hyponatrémie par transfert associée à une déshydratation intracellulaire. Donc ça va être, en pratique, c'est souvent lié à une hyperglycémie majeure. C'est pour ça que lorsqu'on a une natrémie, une hyponatrémie, ou une hypernatrémie d'ailleurs, on va calculer la natrémie corrigée. Formule qui, à mon sens, est à savoir, parce que ça peut tomber. Donc c'est natrémie plus 0,3 fois la glycémie en millimol. Donc, hyponatrémie hypertonique, soit l'hyperglycémie en majorité, mais après, on a aussi le mannitol ou d'autres intoxications. Et après, on a les hyponatrémies hypotoniques. Donc, ça, c'est les vraies hyponatrémies avec une hyperhydratation intracellulaire. Donc, ça, c'était la première chose. Deuxième chose à faire, évaluer le secteur extracellulaire. Donc, selon l'état d'hydratation du secteur intracellulaire, on pourra évoquer plusieurs diagnostics. Donc, je vous ai pas remis tous les schémas parce que sinon, la correction, elle dure 100 ans. Mais du coup, en fonction du volume extracellulaire, on pourra évoquer plusieurs étiologies, par exemple normovolémique, SIADH, hypovolémique, on va évoquer tout ce qui est diurétique, déshydratation, diarrhée, vomissement, tout ça. Et hypervolémique, ça va être tout ce qui est insuffisance cardiaque, cirrhose, syndrome néphrotique essentiellement. Et ensuite, la troisième chose, ça va être évaluer la réponse rénale. Donc, ça va être l'osmolarité urinaire et la natrémie urinaire qui vont nous permettre de nous orienter. Par exemple, si on prend une hyponatrémie hypovolémique, pour savoir si c'est plus des diarrhées ou si c'est une perte rénale, et ben, la natriurèse va nous orienter, soit vers s'il y a une réponse rénale adaptée, dans ce cas-là plutôt vers une origine digestive. Si la réponse rénale n'est pas adaptée, ben, c'est une origine rénale. Alors pourquoi le taux de bicarbonate est-il abaissé ici? Alors, répondez en mode EVC. Qu'est-ce que vous mettriez sur la copie? Mettez-le à l'écrit. Qu'est-ce que vous mettriez sur la copie le jour J? Voilà. Pourquoi le taux de bicard est abaissé? Je laisse 10 secondes pour écrire. Est-ce qu'il y a des idées ou pas? Laissez-nous un peu de temps pour réfléchir. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est pas facile. Surtout qu'ils doivent remonter un petit peu sur l'énoncé. Vous voulez que je vous remette l'énoncé, les amis, ou pas? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vous remets l'énoncé, comme ça c'est interactif. Donc, première diapo. Bon, Grégoire, un petit indice. Si jamais je suis sur la mauvaise diapo, tu me dis là où l'information est. Parce que moi, bon, je suis chirurgien, je ne comprends pas. Mets-toi peut-être plus sur le bilan biologique. Je vois quelques réponses dans le chat qui sont pas mauvaises. Pas mauvaise, pourquoi, à ton sens? Pas complète, tu veux dire? Pas assez Alors, justifiée ou en fait, il faudrait prendre. Enfin, j'ai pas vu toutes les réponses, mais il y a beaucoup de. En fait, il faudrait prendre toutes leurs réponses et les mettre ensemble. Parce qu'elles sont incomplètes. La plupart sont incomplètes. Mais Ah. sinon, ils sont sur la bonne voie, mais elles sont, à mon sens, elles sont insuffisantes. Alors, je te laisse corriger. Donc ici, la baisse du taux de bicarbonate, ça signe une acidose métabolique, ici qui a trop anionique augmenté. Euh, Pourquoi? Le trou anionique, pareil, il faut connaître la formule. C'est Na plus K moins chlorure plus HCO3 moins. Alors le potassium, selon la formule, donc soit on l'inclut, soit on l'inclut pas. Mais dans tous les cas, on a ici un trou anionique augmenté. Et l'étiologie la plus probable ici, comme je ne sais plus qui l'a dit, c'est une acidose lactique transitoire sur la crise convulsive.
Ici, c'est important de bien mettre les mots-clés, donc acidose métabolique, troionique. Dès qu'on vous parle d'acidose métabolique, il faut parler de troionique. C'est vraiment des choses qu'ils adorent, le jury. Et je pense que il faut pas juste mettre acidose métabolique seul. Il faut vraiment détailler ses réponses et les justifier. Parce que sinon, en fait, c'est ça qui va faire la différence entre tous les candidats. C'est vraiment celui qui aura bien justifié, bien écrit, Mm. fait des petits tirés. Bien C'est sûr. ça qui fait la différence. Ouais, je suis d'accord, complètement d'accord. Niveau méthodo, c'est exactement ça. Sachez, hein, pour ceux qui ne savent pas, les correcteurs ont des grilles de correction, hein. Donc, dans la grille de correction, par exemple, là, sur cette question, probablement, la grille de correction, c'est eh ben, la réponse est notée sur 20 ou sur 10. Eh ben, vous avez 3 points si vous mettez acidose métabolique, voilà. Vous avez 1 point si vous mettez 3 uniques augmentés. Vous avez 2 points si vous avez fait le calcul. Vous avez 3 points encore si vous dites que l'étiologie. Globalement, ça fonctionne comme ça. Donc, vous vous rendez bien compte que si vous n'avez pas une réponse complète, voilà, et ça, bah, ça s'apprend par quelqu'un qui sait, ou vous voyez la démonstration, hein. Donc voilà, faites attention à ça. Donc, petit rappel, la crise d'épilepsie, hein, c'est un facteur classique d'acidose métabolique transitoire. Parce que la crise, en fait, ça va faire une production massive d'acide lactique. C'est vraiment transitoire et ça se corrige spontanément après la récupération clinique. Donc le calcul du troionique, c'est ce que je vous expliquais. Deux formules, soit on inclut le potassium, soit on l'inclut pas. Donc si on inclut, ça fait Na plus K moins Cl moins HCO3-, ce qui donne 16, plus ou moins 4. Si on n'inclut pas le potassium, on baisse de 4 points la norme du troionique. Petite attention, en cas d'hypoalbuminémie, il faut corriger, il y a une petite formule pour corriger le troionique. Ok. Comment s'interprète le troionique? Donc, lorsque le troionique plasmatique est augmenté, ça signifie qu'il y a un autre anion qui est indosé, qui correspond à un acide en excès. C'est-à-dire que cet anion, soit ça peut être des cétoses, soit ça peut être des lactates, soit ça peut être du phosphate et sulfate lors d'une insuffisance rénale, ou de l'alcool toxique lors des intoxications. Donc lorsque le troionique est augmenté, on va plutôt s'orienter vers une acidocétose ou une hyperlactatémie. Globalement, les deux causes les plus fréquentes d'acidose métabolique à troionique augmenté, c'est acidocétose et hyperlactatémie. Et lorsque le trou plasmatique est normal, eh ben, c'est qu'on a une baisse isolée des bicarbonates, donc en général diarrhée ou acidose tubulaire. En fait, on parle d'acidose hyperchlorémique parce que la baisse des HCO3- est compensée par une élévation du chlore. Chlore qui est inclus dans le trou anionique. Donc c'est pour ça que le trou anionique plasmatique est normal. Après, il y a des causes moins fréquentes, mais globalement, il faut retenir diarrhée, acidose tubulaire. Il peut y avoir aussi le remplissage massif. Si vous remplissez avec du NaCl 4 litres sur un sepsis, bah, ça peut faire une petite acidose hyperchlorémique. Euh, voilà. Et après, ça va être le calcul du troionique urinaire qui va nous permettre d'orienter vers une origine rénale ou digestive. Si le troionique urinaire est négatif, on va s'orienter plutôt vers une perte d'origine digestive. Si le troionique est positif, plutôt vers une acidose tubulaire, donc une étiologie rénale. Alors, quel est votre objectif thérapeutique prioritaire? Je vous écoute. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. N'hésitez pas à vous mouiller, c'est pas grave si vous vous trompez. Il vaut mieux se tromper maintenant que le jour J, d'accord? Tout le monde est là pour apprendre. Et donc, n'hésitez pas.
Et ceux qui sont déjà dans le groupe, je compte sur vous pour aussi montrer que vous êtes prêts pour la conférence d'urgence métabolique de Grégoire. Donc effectivement, j'ai vu quelques réponses. Donc ici, l'objectif thérapeutique, ça va être de corriger l'anatrémie, mais lentement, tout à fait. Le but, c'est de ne pas être trop rapide. Donc l'objectif de correction, ça va être 10 millimoles maximum les 24 premières heures et 8 millimoles les jours, les 24 heures qui suivent. Voilà, ça va être les objectifs. Pratique, je vous ai tout expliqué dans la correction. Donc, l'hyponatrémie, c'est rarement symptomatique au-dessus de 120 millimoles, 125 millimoles. Et dans la forme très chronique, des fois, on peut avoir des hyponatrémies à 100, 110 qui sont parfois peu ou asymptomatiques. En fait, ça s'explique parce que, en fait, il y a un phénomène d'adaptation. Le volume cellulaire, il s'adapte et il est disposé, il a eu suffisamment de temps pour s'adapter. Donc, il faut absolument éviter une correction trop rapide. Et donc, les limites qu'on se fixe, c'est maximum 10 millimoles les 24 premières heures et 8 les 24 heures suivantes. Donc, le traitement des hyponatrémies, il est double. Ça va être de corriger l'hypotonie plasmatique et le traitement étiologique. Bon, chez nous, en l'occurrence, le traitement étiologique, c'est assez simple. Ça va être d'arrêter la fluoxétine. Alors, l'objectif, c'est quand même de corriger, de pas trop attendre avant de corriger l'anatrémie, parce que si on fait une correction trop lente, trop tardive, on a un risque d'une évolution vers un œdème cérébral. D'ailleurs, sur le scanner, si vous vous rappelez, il parle déjà d'une apparition d'œdème cérébral. Et d'un autre côté, il ne faut pas corriger trop rapidement, parce que ça peut conduire à une myélinolyse sans tropontine. C'est assez rare, mais si ça survient, c'est assez. Le pronostic, il est vraiment pas bon. Et c'est favorisé par la dénutrition, l'éthylisme chronique et l'hypocalémie. L'hypocalémie qui va favoriser la réabsorption de sodium et du coup la correction rapide de, de Na. En pratique, ce qu'on fait, c'est donc ici, bien sûr, restriction hydrique. Donc, restriction hydrique, quand on dit restriction hydrique, c'est surtout péros. C'est-à-dire que le patient, on va le limiter à 500, 750 millilitres d'eau sur 24 heures. Et par contre, en urgence, on va d'autant plus s'il a crisé, s'il y a des troubles à la conscience, s'il y a des vomissements, ce qui est le cas chez nous, on va faire NaCl 3%, 150 millilitres en 20 minutes, renouvelable 2 fois. En pratique, c'est ça qu'il y a dans les bouquins, c'est ça qui est recommandé, c'est NaCl 3%, 150 millilitres en 20 minutes, qui est renouvelable 2 fois. En pratique, aux urgences, ce qu'on peut voir, ce que nous on fait, et ce qui peut se voir, c'est de prendre du SSH 7,5, faire 60 millilitres en 20 minutes, qu'on renouvelle 2 fois. C'est pareil. La seule chose, c'est que le SSH 7.5, c'est déjà tout prêt, il n'y a pas besoin de le reconstituer. Donc, pour les infirmières, en général, c'est plus pratique que de partir dans des calculs savants, de prendre un pochon de 500, de 0,9, de mettre du chlorure de sodium 20% dedans. Enfin, du coup, en pratique, souvent, on fait du SSH 7.5. L'idée, c'est d'augmenter l'anatrémie initiale de 5 millimoles, 4-5 millimoles assez rapidement. Ok, bon, je crois que c'était la dernière diapo. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce cas? Est-ce que ça vous a plu ce genre de correction, cette manière de faire? Ouais, bon, ben, écoutez, si ça vous a plu, si c'est toujours un plaisir. Ah, tu as une question là, Grégoire? Est-ce qu'il faut justifier le mécanisme de l'hyponatrémie s'il ne le demande pas et calculer l'osmolarité?
plu un peu ce genre de correction? Ça vous a montré en fait la bonne manière de faire et que vous n'allez pas en fait vous planter, que vous avez un peu mieux appréhendé la manière de voir votre préparation. Je voulais finir avec quelques petites diapos pour essayer de vous donner de la motivation, pour essayer de, voilà, de vous faire prendre conscience des choses. Euh, la première chose que je voulais vous dire, c'est voilà, quel est votre objectif? C'est pas juste c'est pas juste de valider les EVC, d'accord? Le vrai objectif, c'est d'exercer en France, d'avoir un exercice de la médecine qui est pérenne, d'avoir, voilà, c'est ça en fait, c'est passer les EVC, c'est ça, c'est exercer, c'est de manière stable, c'est être PH, et c'est pas juste en fait un concours, c'est un changement de vie, d'accord? C'est vraiment un changement de vie à partir du moment où vous validez les EVC. Ok, donc gardez ça en tête à chaque fois que vous vous poserez la question, ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça vaut le coup? Comment est-ce que je dois travailler, etc. Bon, j'en ai marre, j'ai la flemme. Voilà, gardez ça, c'est en tête, ça peut changer votre vie. Il faut que vous commenciez à vous préparer maintenant. Il faut commencer à vous préparer maintenant parce qu'en fait, chaque semaine qui passe sans se préparer, il y en a qui vont se préparer à votre place. D'accord? Et vous n'avez pas envie de perdre une année supplémentaire. Vous n'avez pas envie d'être en galère à la fin, vraiment 2 mois avant le concours, à avoir des remords. Il faut mettre toutes les chances de votre côté parce que voilà, vous n'avez pas envie de regretter à la fin, de se dire ah, pff, je me suis pas assez bien préparé, c'était juste un coup d'essai, etc. Non, il faut y aller à 100% et rien regretter. Donc, prenez du temps pour maîtriser la méthodo. Commencez à vous préparer maintenant, d'autant plus que peut-être que les EVC vont avoir lieu à partir de septembre, contrairement à l'année dernière, octobre. Ça fait un mois de moins pour vous préparer. Donc, il faut anticiper, d'accord? Nous, on a déjà commencé avec le groupe. Grégoire a déjà commencé à faire ses premières conférences. Il y a en plus la méthodo, on a déjà fait ça. Donc voilà. Comment est-ce que nous, on peut vous aider? Ça, globalement, c'est comment on travaille, et Grégoire pourra mieux en parler que moi. Mais voilà, on bosse avec un accompagnement individuel. Grégoire, je pense que tu es d'accord pour dire que bon, tu es quand même assez réactif, tu réponds aux questions. Voilà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu toi comment c'est quoi en fait ta méthode? Alors moi, effectivement, je suis assez réactif. Normalement, sauf si j'ai des gardes, mais si je suis pas en garde, en général, je réponds dans les 24, ouais, même dans les heures qui viennent en général. Après, ça dépend de la question. Si c'est une question où je peux répondre rapidement, je réponds dans les heures qui viennent. Si c'est une question de cours ou un peu plus poussée ou qui nécessite des répondre dans les 24-48 heures. L'idée, c'est que, en fait, faut pas hésiter à poser des questions, que ce soit sur la méthodo ou même sur des sujets de cours. Si vous avez des sujets, des notions sur lesquelles vous voulez que j'aborde ou que je fasse plus de questions, en fait, je m'adapte. L'idée, c'est que je m'adapte en fait à vos besoins. Dès que vous avez une question sur un sujet, alors si par exemple vous avez besoin de, de cours ou de questions plus sur un sujet, je ne vous les donnerai pas forcément le lendemain, mais l'idée c'est que à la conférence suivante ou celle d'après, je vous apporte les réponses à vos questions. Donc en fait, ma méthode c'est que je m'adapte à vos besoins et aux besoins de chacun. Et donc, il ne faut pas hésiter à m'envoyer des questions sur le groupe WhatsApp ou même en perso, il n'y a pas de souci. Ah, bon,
Ah ben, je crois que Jean-Mathieu, ça s'est coupé. Il va, il va nous rejoindre prochainement. Est-ce qu'il y a des questions en particulier? Ou est-ce qu'il y avait déjà des questions sur la conf ou ou même autre, en attendant que JM revienne? Ouais, c'est bon, désolé, j'ai eu un petit problème de connexion, mais je suis là. Juste, voilà, je voulais finir sur une diapo avant de passer aux questions. Voilà, j'insiste sur le fait qu'il faut que vous vous prépariez maintenant, voilà, que ce soit avec nous, sans nous, avec un tel, avec Pierre, Paul, Jacques. Préparez-vous, mettez toutes les chances de votre côté parce que si vous échouez, ben en fait, il y en a qui disent ouais, mais ça coûte cher une formation, etc. Ben, en fait, déjà, ça veut dire quoi? Parce que tous ceux qui ont réussi, ils vont pas, ils se plaignent pas de c'est trop cher, machin. Et dites-vous, si vous, si vous procrastinez, si vous préparez pas, vous allez risquer d'échouer cette année. Et échouer cette année, c'est une année en plus, en fait, une année en plus à attendre. Et c'est dommage de perdre une année, c'est dommage de perdre une année d'exercice en France, une année de praticien associé, une année de salaire de praticien associé. Il y a quand même une grosse différence. Et c'est dommage de passer à côté de ça, en fait. Donc c'est pour ça que vraiment, soyez proactifs, posez vos questions à Grégoire, vraiment impliquez-vous, quoi. Allez-y à fond, parce il faut pas passer à côté. C'est bête, en fait, de rater sa chance parce qu'on n'y est pas allé à fond.